secrétaire général et président To Lam est arrivé à Pékin poursuivant sa visite d'État en Chine. Il s'est entretenu avec son homologue chinois. La révolution d'août a confirmé la force du peuple et sa confiance dans la direction du parti et du président Ho Chi Minh. Au cours des 79 dernières années, la police populaire vietnamienne a laissé de nombreuses marques importantes dans les affaires étrangères du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Dimanche après-midi, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien To Lam, accompagné de sa délégation, a quitté Guangzhou pour se rendre à Pékin, poursuivant ainsi sa visite d'État de 3 jours en Chine. Ce matin, une cérémonie d'accueil en son honneur a eu lieu au Grand Palais du Peuple à Pékin. La cérémonie a été présidée par son homologue, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping. Après la cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus. Tout de suite, compte rendu. Il s'agit de la première visite officielle à l'étranger du secrétaire général et président To Lam à son nouveau poste. C'est un événement diplomatique particulièrement important entre le Vietnam et la Chine cette année. Cette visite est cruciale pour les relations bilatérales qui se développent positivement ces derniers temps. Les dirigeants du parti et de l'État chinois ont réservé un accueil solennel et chaleureux aux dirigeants vietnamiens, avec le plus haut protocole réservé aux chefs d'État, avec une salve de 21 coups de canon. Lors de l'entretien après la cérémonie, les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à renforcer le partenariat de coopération stratégique globale entre le Vietnam et la Chine. Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a souligné qu'il s'agissait d'un moment important pour les deux pays de porter leurs relations bilatérales à un nouveau sommet afin de les rendre plus substantielles dans tous les aspects. Le plus haut dirigeant vietnamien a affirmé l'importance pour les deux pays de maintenir une relation de bon voisinage, d'approfondir le partenariat stratégique intégral et de construire une communauté Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé. Il a également exprimé le désir de renforcer les liens traditionnels entre les deux parties et de faire évoluer les relations vers une coopération plus stable et durable. Les deux dirigeants ont approfondi leurs discussions sur les grandes orientations visant à renforcer la confiance, l'amitié et la coopération dans divers domaines. Ils ont convenu d'intensifier les échanges politiques, de promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense, ainsi que dans les domaines économiques et commerciaux, notamment à travers le projet de couloir Une ceinture et l'initiative La ceinture et la route. Concernant les questions maritimes, les discussions ont été ouvertes et franches. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre les ententes de haut niveau et de gérer les différends en respectant les intérêts légitimes de chacun, en résolvant les divergences par des moyens pacifiques et en se conformant à la Charte des Nations Unies ainsi qu'au droit international. À l'issue de l'entretien, To Lam et Xi Jinping ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération entre les ministères et localités des deux pays dans des domaines tels que l'éducation, les médias, la santé, les infrastructures, l'économie, le commerce, l'industrie et la banque. Par la suite, Xi Jinping a honoré To Lam en l'invitant à une cérémonie de thé, un format de rencontre spécial qui a été maintenu lors des récentes visites de haut niveau entre les dirigeants des deux pays. Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, cet après-midi, le secrétaire général et président To Lam a rencontré le premier ministre du Conseil d'État de Chine, Li Qiang. Le secrétaire général et président To Lam a souligné que cette visite vise à perpétuer la haute estime du parti et de l'État du Vietnam et du regretté secrétaire général Nguyen Phu Trọng pour les relations Vietnam-Chine. Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur le développement des relations bilatérales ces derniers temps qui ont atteint le niveau le plus profond, le plus complet et le plus substantiel.
Ils ont également convenu de travailler ensemble pour promouvoir davantage la confiance politique et la confiance économique en construisant efficacement une communauté Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé. Dimanche soir, le secrétaire général et président To Lâm s'est rendu à l'ambassade du Vietnam à Pékin pour rencontrer le personnel de l'ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Chine. Appréciant les efforts de la communauté vietnamienne pour contribuer au développement des relations amicales entre les deux pays, To Lâm l'a encouragé à poursuivre les efforts pour consolider la confiance mutuelle et l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a déclaré espérer que l'ambassade du Vietnam mette en œuvre plus efficacement les mécanismes de coopération disponibles entre les deux pays et en propose de nouveaux en tenant compte des conditions spécifiques des deux pays afin d'apporter des avantages aux deux pays conformément au droit international pour la paix et le développement. Le ministère de l'Éducation et de la Formation a tenu ce lundi une visioconférence nationale pour dresser le bilan de l'année scolaire 2023-2024 et définir les objectifs pour la nouvelle année scolaire. Prenant la parole lors de la conférence, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rappelé l'importance de l'année scolaire 2024-2025 qui marque la dernière année de la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien. Il a exhorté les organes compétents et les localités à mener à bien les préparatifs pour la rentrée scolaire le 5 septembre prochain. L'éducation et la formation doivent bénéficier d'une attention particulière afin de créer une force motrice pour un développement rapide et durable du pays, apportant ainsi le bonheur et la prospérité à la population. Il a également souligné l'importance de poursuivre le renouvellement de l'éducation et de la formation, ainsi que de continuer l'évaluation, la modification et le complètement des institutions, mécanismes et politiques en la matière. Aujourd'hui, 19 août, marque le 79e anniversaire de la Révolution d'août. Il y a 79 ans, jour pour jour, la révolution d'août se soldait par une victoire totale. Le peuple vietnamien a brisé le joug colonial et monarchique pour s'emparer du pouvoir, établissant ainsi la République démocratique du Vietnam, le premier État démocratique et populaire en Asie du Sud-Est. Cet événement historique a encore une fois confirmé la force du peuple et sa ferme confiance dans la direction du parti et du président Ho Chi Minh. La ville de Hanoï au matin du 19 août 1945. La ville entière semble trembler sous l'effet de la puissance des masses. Le rassemblement sur la place de l'Opéra se transforme en insurrection pour la prise du pouvoir. L'atmosphère fervente de ce jour, il y a 79 ans, reste vivante dans la mémoire des soldats révolutionnaires qui l'ont vécu. Les forces révolutionnaires sont passées en premier, suivies par les masses. Pendant la marche, mes coéquipiers étaient armés et les gens nous ont suivis jusqu'à l'Opéra. Nous avons rassemblé les masses pour prendre le pouvoir. Le drapeau rouge avec une étoile jaune flottait au-dessus de l'Opéra. Au-delà du patriotisme, il y avait la volonté du peuple de lutter pour la liberté du pays. Lors de la cérémonie de déclaration d'indépendance, des dizaines de milliers de personnes ont crié leur détermination à mobiliser toutes leurs forces et tous leurs biens pour protéger la liberté et l'indépendance de la patrie. Ils ont prêté serment au nouveau gouvernement. Cela a démontré l'unité et le consensus entre les niveaux central et local, entre le gouvernement et le peuple, et entre le parti et le peuple. Après la révolution d'août, le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam est né et a fait face à de grandes difficultés. Le trésor public ne disposait plus que de 1,25 million de dong, dont la moitié était de l'argent déchiré. Face à cette situation, le président Ho Chi Minh a écrit une lettre exhortant la population à participer à la semaine d'or du 17 au 24 septembre. Son appel a eu un large écho. Sans hésitation, ma famille a fait don de plus de 300 taels d'or. Pour mettre les choses en perspective, mon père avait acheté cette maison, la plus grande de la rue Anh Dao, pour 600 taels. 300 taels représentent donc presque la moitié de la valeur de cette maison. Cette maison était toute notre fortune. Mais pour nous, il y avait bien d'autres choses plus importantes que l'or.
370 kilos d'or et de nombreux autres biens ont été donnés pendant cette semaine. Mais elle n'était pas seulement consacrée à l'or, à l'argent ou à la richesse, mais aussi au cœur d'or du peuple et à son amour pour la patrie. Le gouvernement et le comité central du parti ont appelé le peuple, et il a répondu présent. Il était clair que le peuple avait confiance dans la direction du gouvernement. Cela a également démontré la solidarité entre le parti et le peuple, entre le gouvernement et le peuple, ainsi que la confiance du peuple dans le président Ho Chi Minh. L'unité de toutes les classes sociales a permis au gouvernement révolutionnaire de relever pas à pas les défis urgents. Cette solidarité a été un puissant témoignage de la force de l'unité nationale. Juste après le succès de la Révolution d'août, le 19 août 1945, la Force de sécurité publique populaire a été officiellement créée. Au cours des 79 dernières années, la police populaire vietnamienne a prouvé sa loyauté envers le parti et son dévouement envers le peuple. C'est une force qui sert toujours de tout cœur le peuple. Elle a laissé de nombreuses marques importantes dans les affaires étrangères et la coopération internationale du pays, contribuant ainsi à protéger la sécurité nationale ainsi que l'ordre et la sûreté sociaux. La République du Soudan du Sud est confrontée à la pauvreté, au conflit et à l'instabilité. En plus de se consacrer à la formation des forces de police locales, les policiers vietnamiens participant aux activités de maintien de la paix ici apportent également des soutiens aux habitants. Cela démontre une fois de plus l'engagement international du Vietnam à participer activement au maintien de la paix dans la région et dans le monde. Nous apprécions les contributions des policiers vietnamiens participant à la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Ils accomplissent toujours parfaitement les tâches qui leur sont assignées. Ils forment un groupe uni, et ils ont été accueillis et appréciés par les chefs de délégation et les camarades du Soudan du Sud. Nous avons besoin de gens qui viennent ici avec la volonté de surmonter les difficultés et les défis. Les exigences du poste sont donc très diverses, mais visent principalement à renforcer les capacités des services de police du Soudan du Sud. Les officiers vietnamiens ont très bien rempli leurs fonctions et contribué très efficacement au travail de la police des Nations Unies. Dans le domaine de la prévention et du contrôle de la criminalité, le ministère de la Sécurité publique encourage la coopération multilatérale et bilatérale pour améliorer l'échange d'informations et la coordination dans les enquêtes et le traitement des réseaux criminels transnationaux liés au Vietnam. Ces dernières années, on peut dire que la coopération internationale du ministère de la Sécurité publique, généralement le C04, avec les organisations policières d'autres pays et les organisations internationales a particulièrement bien progressé. Nous avons établi une relation de confiance avec nos partenaires lors des échanges d'informations. De toute évidence, les efforts de coopération étrangère de la sécurité publique populaire ont contribué à affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale. C'est l'un des principaux piliers de la politique étrangère du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La zone de culture de riz et de crevettes du district de Thái Bình dans la province de Cà Mau, delta du Mekong, a reçu la certification BAP de l'Alliance mondiale pour l'aquaculture, GAA. Cette certification est la première décernée à un établissement d'élevage aquatique au Vietnam. Cette certification ouvre davantage de possibilités d'exploitation pour les crevettes de Cà Mau et les crevettes vietnamiennes en général, vers les marchés les plus exigeants du monde.
L'Alliance mondiale pour l'aquaculture, qui compte plus de 1100 membres dans 70 pays, est devenue l'organisation leader représentant l'industrie mondiale de l'aquaculture. Actuellement, la ville de Hanoï compte environ 8 millions de véhicules de tout type, sans compter plus d'1 million de véhicules entrant et sortant régulièrement de la ville. Face aux embouteillages et à la pollution provoquée par la surcharge des véhicules privés, développer les transports publics est la solution que vise la capitale. Des signes positifs sont apparus car le nombre de passagers et les types de transports publics ont augmenté. Nous voici à la gare Cát-Linh. Le matin est toujours le moment le plus chargé de la journée. Il y a un train toutes les 10 minutes. Chaque jour, ce chemin de fer urbain transporte des dizaines de milliers de passagers. Après un an d'utilisation du train public, Huyền n'a plus de se soucier des embouteillages et des retards au travail. Le coût des tickets de métro est réduit d'un tiers par rapport à l'utilisation de véhicules personnels. De chez moi à la gare de Van Quan, cela peut prendre 40 à 45 minutes en voiture privée, mais en train, cela ne prendra qu'environ 10 minutes. Les vélos compacts sont transportés dans le train où de nombreuses personnes choisissent de voyager en bus. Le développement des transports publics dans la ville de Hanoï modifie progressivement les habitudes de déplacement des gens. Un bus peut remplacer une douzaine de voitures ou de motos. Un voyage peut transporter jusqu'à 1000 personnes. Et grâce au transport en commun, nous pouvons amener un très grand nombre de personnes des banlieues ou des localités voisines vers le centre-ville, mais sans augmenter le nombre de véhicules personnels. Actuellement, Hanoï dispose de 2 lignes ferroviaires urbaines en service, ainsi que d'un réseau de bus reliant tous les quartiers et villes de la région, répondant ainsi à environ 15% des besoins de déplacement de la ville. À l'avenir, Hanoï se concentrera fortement sur les ressources nécessaires pour accélérer la construction des lignes ferroviaires urbaines. Ce n'est que lorsque nous garantirons un taux élevé d'utilisation des transports publics que nous pourrons résoudre le problème de la congestion et de la pollution de l'environnement. Nous bâtirons également une culture de la circulation de plus en plus civilisée et moderne. 14 lignes ferroviaires urbaines, c'est le nombre visé par Hanoï d'ici 2035. Ceci est considéré comme une solution pour contribuer à réduire la pression démographique et de circulation dans les zones du centre-ville et ouvrir de nouvelles orientations de développement pour les zones urbaines de la capitale. Les traits apparemment simples sur un matériau rustique contiennent des valeurs esthétiques et peuvent se transformer en de nombreuses formes différentes, créant des œuvres d'art vives. C'est l'art de l'animation, le sable, une forme d'art relativement nouvelle qui a attiré beaucoup d'attention de la part du public. Nguyễn Thế Nhân est un pionnier dans la recherche et l'application de cette forme d'art au Vietnam. Avec son amour pour les valeurs historiques et culturelles vietnamiennes, il a passé les 15 années à créer de nombreuses œuvres d'animation de sable, transmettant de profondes leçons sur la préservation et la promotion de la culture nationale. Nous le rencontrons. Du sable, de l'éclairage et les mains. C'est un défi pour l'imagination de l'artiste et sa capacité à improviser et à transmettre des histoires et des messages significatifs. J'ai trouvé tout cela dans l'art de l'animation sur sable. Nguyễn Thế Nhân crée et réalise des animations sur sable depuis près de 15 ans. Il détient actuellement le record vietnamien du plus grand nombre d'animations sur sable sur des thèmes historiques, culturels et sociaux, avec plus de 1000 œuvres enregistrées. L'animation sur sable est une forme d'art qui combine la musique et la peinture.
Le choix de la bonne musique en fonction du contenu de l'œuvre est donc très important. Nguyễn Thế Nhân a acheté les droits d'auteur des centaines de morceaux de musique à combiner avec ses œuvres de l'animation sur sable. Il a également fondé le club de l'animation sur sable et organise des cours pour transmettre aux jeunes les techniques de cet art. Avant de découvrir l'animation sur sable, j'avais déjà pratiqué de nombreuses autres formes d'art visuel, comme la peinture à l'huile, la sculpture et le street article. Cependant, l'animation sur sable est celle qui m'impressionne le plus. Au début, j'étais parmi les 3 premières personnes au Vietnam à découvrir cette forme d'art par elle-même. À cette époque, j'étais émerveillé par cette forme d'art étrange et non traditionnelle, avec des images qui peuvent être librement modifiées pour raconter une histoire. Bien sûr, le processus de maîtrise de cet art a pris beaucoup de temps, car personne ne m'a appris. Tout ce que j'ai appris, je devais le rechercher par moi-même. Grâce à ses connaissances de la peinture, les œuvres de Nguyễn Thế Nhân ont une grande valeur esthétique et une grande capacité narrative. Ces œuvres ont été présentées dans divers médias et dans des centaines d'épisodes de séries télévisées. Derrière mes œuvres se cachent des leçons. Par exemple, lorsque je travaillais sur des sujets historiques, je devais consacrer beaucoup de temps à faire des recherches. Pour raconter une histoire sur la bataille du col de Chilin, la première chose que j'ai dû découvrir était à quoi ressemblait le col de Chilin, comment nos soldats étaient habillés à cette époque, comment ils montaient à cheval et quelles armes ils avaient. Ce sont des détails simples, mais plus ils sont proches de la réalité, mieux c'est. Je travaille également sur des sujets culturels impliquant les arts musicaux traditionnels. Actuellement, je travaille sur des histoires de villages artisanaux traditionnels. J'ai été chargé de créer des œuvres d'art sur presque tous les villages artisanaux traditionnels du Vietnam. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas auparavant, et j'acquiers des connaissances au fur et à mesure de mon travail. Peu de gens savent que le sable que Nguyễn Thế Nhân utilise provient de sa ville natale de Nam Định. Ce sable l'a accompagné lors de grands événements internationaux. Lors de la 25e conférence des dirigeants économiques de l'APEC à Da Nang, j'ai été invité à présenter une œuvre d'art illustrant la culture Cham aux invités internationaux. Ces derniers ont regardé attentivement et applaudi. Lors de la réunion du comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes, j'ai également été invité à présenter une œuvre d'art transmettant le message de la prévention des catastrophes. Cela m'a fait très plaisir. Mon travail a été diffusé sur de nombreuses chaînes, dans des programmes tels que La Fontaine de l'amour, Les histoires de l'oncle Aube et Le peuple vietnamien, Le pays vietnamien, avec plus de 1000 épisodes. Ce qui me passionne, c'est que ce sont mes contributions à la promotion de la culture vietnamienne. Tout de suite, les prévisions météo.
C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.